Alors, premier cours Vipassana en septembre 2023, voilà, au Sri Lanka, Dhammakuta, un centre qui est un petit peu en hauteur, donc où l'air est un peu frais, parfait parce que le Sri Lanka c'est très chaud, donc conditions idéales. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour moi? Avant de parler de comment j'ai réagi, parce que c'est plus ou moins insignifiant, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pour moi, ce ne sera pas forcément ce qui se passera pour vous, parce que chacun est différent, chacun vient d'un background différent et avec des prédispositions différentes ou pas. Donc ce que j'ai vécu, c'est semi-insignifiant, on va dire. Voilà, je vais quand même en parler plus ou moins, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce que j'ai vécu, c'est pas forcément ce que vous allez vivre. Voilà. Je vais plutôt parler de ce que c'est que la méditation Vipassana, qui est très bénéfique, que je pratique maintenant plutôt intensivement depuis plus d'un an, un peu plus d'un an. Entre 2 et 4 heures par jour, avec d'autres retraites que j'ai fait en cours cette année. Donc voilà, beaucoup de bénéfices. Et je parlerai aussi des bénéfices que je peux ressentir au quotidien et comment ça m'aide à vivre la vie de tous les jours plus aisément, on peut dire. Qu'est-ce que la technique de méditation Vipassana? C'est une technique de méditation qui a été enseignée par Bouddha et qui a été transmise de génération en génération jusqu'au dernier enseignant qui s'appelle donc Goenka, qui partage cet enseignement et cette technique de méditation. Vipassana, ça veut dire voir la réalité telle qu'elle est. Bien souvent dans ce monde, on a tendance à ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, à rejeter les choses désagréables et à vouloir que les choses agréables continuent. C'est à peu près comme ça que notre société fonctionne. Si on regarde bien, si vous regardez bien comment vous fonctionnez, dès que quelque chose de désagréable, vous direz s'en écarter, sans voir ce qui se passe à l'intérieur, sans observer, simplement, sans être dans la réaction. Et Vipassana, ça nous apprend ça. C'est 10 jours, et c'est progressif. Les 3 premiers jours sont uniquement focalisés sur la respiration. Donc l'air qui rentre et l'air qui sort des narines. En observant cette respiration naturelle, c'est pas un exercice de respiration où on force les choses, c'est une respiration naturelle, une respiration qui entre et qui sort, en étant conscient du toucher de l'air, au contact des parois des narines, la sensation qui se passe ici. Et ça, c'est les 3 premiers jours. Et ça, c'est pas Vipassana. Vipassana, c'est à partir du 4e jour. Et ces 3 premiers jours, on focalise sur cette respiration naturelle. Au niveau de cette partie-là, pour une raison très simple, c'est pour préparer, affûter le mental, aiguiser le mental, à pouvoir ensuite pratiquer Vipassana de la façon la plus effective possible. Parce que quand on concentre son attention sur une partie, ici ça va être cette partie-là, tout ce qui est entre les narines et la lèvre supérieure, eh bien on va focaliser notre attention sur un point très précis qui fait que notre mental va être très aiguisé, très attentif et très conscient des sensations.
Et c'est tout l'objet de cette pratique Vipassana, les sensations. À partir du 4e jour, la technique Vipassana est enseignée. Et pendant cette technique, pendant ces 6 derniers jours, enfin la pratique elle-même de Vipassana, c'est d'observer en scannant le corps des pieds à la tête, en observant les sensations qui apparaissent dans le corps, qui peut être n'importe quelle sensation, des sensations agréables, des sensations désagréables. Ça, c'est la pratique Vipassana, scanner le corps des pieds à la tête, et de la tête aux pieds plutôt, et des pieds à la tête. Voilà, en observant ce qui se passe, sans réagir. Et bien souvent, dans le monde, qu'est-ce qui se passe quand on observe une sensation? Eh bien, on réagit directement. Là, c'est l'inverse, on va volontairement ne pas réagir à ce qui se passe dans le corps. Pour quelle raison? Quand des sensations arrivent dans le corps, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que lié à des impuretés mentales. Ce sont en fait des impuretés mentales qu'on ne peut pas identifier, on ne peut pas dire clairement cette sensation de fourmillement est liée à telle impureté mentale. C'est pas possible parce qu'il y en a tellement, c'est trop. Voilà, c'est une marée énorme, c'est un grand sac qu'on accumule, qu'on porte sur nos épaules, enfin surtout dans notre corps, depuis le passé. Et Vipassana nous permet de purifier notre mental de tous les sankharas, ça s'appelle en pali, la langue du Bouddha. Sankhara, ça veut dire les formations mentales, les impuretés mentales qui peuvent arriver, et qu'on a tout le temps mais qu'on n'est pas conscient, parce qu'on est très peu conscient des sensations qu'on a dans le corps, et on réagit souvent. Donc là, on ne va pas réagir. Et en ne réagissant pas, ces impuretés, on permet à ces impuretés mentales, donc ces sankharas, d'arriver à la surface. Et si on ne réagit pas, ne pas réagir, ça veut dire être équanime. Être équanime, ça veut dire rester avec un esprit équilibré, ne pas vouloir, si cette sensation est agréable dans le corps, qu'elle continue. Parce qu'en méditation, parfois, on peut avoir des états où on est juste extatique, on peut être parti très loin, c'est très agréable, c'est génial, on a envie que ça continue, que ça ne s'arrête jamais. Sauf que c'est impossible. Il y a forcément un moment où cette sensation agréable, elle va se transformer en sensation désagréable. Et c'est tout l'objet de cette pratique, c'est d'observer l'impermanence des choses avec un esprit équilibré. L'équanimité, c'est la clé dans cette méditation. Et si on est équanime et qu'on observe simplement ces sensations, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont impermanentes, qu'elles arrivent et qu'au bout d'un moment, elles restent pour un moment, et au bout d'un moment, elles s'en vont. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Au début, on se rend compte quand on pratique que on sent on sent uniquement, pour ainsi dire, que les sensations grossières, c'est-à-dire un mal de genou, inconfortable. Au début, c'est très flagrant, c'est très facile de sentir qu'on est mal assis, qu'on a mal au dos, qu'on a envie de changer de posture, etc. Et au plus les jours passent, et au plus on va, au plus ça s'affine, au plus on arrive dans le subtil et le délicat, il va quand même parfois y avoir des douleurs grossières, mais ça va s'estomper
Et ça, c'est mon expérience et en général ce qui se passe quand on pratique un cours de 10 jours Vipassana, c'est qu'on va sentir que ces sensations grossières, pour schématiser, au début ça fait un peu ça, et après ça fait ça. Donc, ça se lisse. Il y a comme une... Au plus on se purifie, au plus ces sensations deviennent subtiles, voilà. Et donc c'est ce qui se passe généralement dans un cours de 10 jours Vipassana. Donc c'est une méditation qui est, pour moi, que je trouve géniale. Avant ça, je pratiquais un autre type de méditation, mais on n'avait pas, qui n'était pas focalisé sur l'observation des sensations. Et je comprends maintenant à quel point c'est important de travailler avec les sensations corporelles. C'est vraiment dans le corps et je vois bien que ça fonctionne, que même un cours de 10 jours, qui au départ est énorme. Moi j'en avais peur, je me disais, et pourtant j'avais déjà un peu médité, j'avais fait quelques séances, quelques retraites en silence, mais malgré tout, je me disais, waouh, 10 jours, c'est à peu près 10 heures par jour de méditation, où on est assis, il n'y a pas de yoga, c'est assez austère. Voilà. Donc je me disais, waouh, ça va être peut-être très compliqué. Et là où je voudrais rassurer, et donc du coup partager mon expérience sur ces retraites de 10 jours. Je médite dans 3-4 centres différents au Sri Lanka. De l'extérieur, on peut se dire, waouh, c'est énorme, 10 heures par jour, je ne vais jamais tenir, de 4h30 du matin à 21h. Ça paraît sur le papier irréalisable, ça paraît une montagne, ça paraît énorme. Et c'est ce que je me disais aussi. Et c'est pas quelque chose de léger non plus. Quand on va à Disneyland, c'est plus agréable. Il y a moins d'effets bénéfiques évidemment d'aller à Disneyland, mais donc je me disais ça. Et en fait, en réalité, on est tellement dans un espace qui est consacré uniquement à la méditation. Les halls de méditation, il ne se passe que des cours de Vipassana. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent polluer l'atmosphère, l'énergie, interférer avec la méditation Vipassana. Donc ce qui se passe, c'est que, et tous les gens qui viennent là, ils viennent pour méditer, de même intention. Donc l'espace est chargé, il est chargé de cette énergie méditative qui supporte. C'est un peu comme aller à la piscine, on ne sait pas nager, on met des bouées. Bon, et là c'est à peu près pareil. Il y a tellement cette énergie de... Ouais. Et les gens s'en rendent compte, les gens qui ont fait un cours de Vipassana de 10 jours, ils rentrent chez eux, ils s'assoient chez eux, dans leur salon, peu importe où. Ils voient bien qu'il n'y a plus cette énergie supportrice. Avec ce calme, personne ne parle, évidemment, donc c'est noble silence. Les seuls moments où on va parler, c'est tous les 2-3 jours pour faire le bilan, check-up avec l'enseignant, qui nous pose des questions. On peut aussi poser des questions si on a des difficultés avec la pratique. C'est les seuls moments où on va parler. Et sinon, on est vraiment en intériorité. Pas de contact visuel avec les autres, pas de toucher, on ne se parle pas. Et ça aide vraiment à rentrer en intériorité et que la pratique se passe bien. pour faire ça un peu large, mais c'est ça en fait. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'un jour ne sera pas l'autre.
Des fois, on part des difficultés, on peut se dire là, j'en peux plus, je rentre chez moi, terminé. Mais si on reste, on va se rendre compte que le lendemain, notre mental est plus stable, que c'est plus facile, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'est tout un processus. Et c'est vachement bien fait. L'enseignement de Goenka est gardé dans sa pureté intégrale. C'est sous forme d'audio, donc la guidance est sous forme d'audio. Le soir, il y a une vidéo qui parle donc soit de la journée qui s'est passée, soit de la journée qui va arriver. Donc l'enseignement Vipassana un peu plus approfondi. Et ça, c'est un enseignement qui a été enregistré. Parce que donc Goenka est maintenant, c'est plus lui physiquement puisqu'il est décédé, qui enseigne. Pour quelle raison? Simplement pour que le pur enseignement ne soit pas pollué. Il a fait ça de façon avec beaucoup de sagesse, parce qu'il se dit si j'autorise les enseignants à enseigner, dans quelques années, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se dire tiens, je peux ajouter ça à la technique, ça ou ça, retirer ça, ajouter ci. Et au bout de plusieurs générations, cette technique sera perdue. Pratiquer Vipassana, c'est pratiquer le Dhamma, donc l'enseignement de Bouddha, qui est les lois de la nature. Donc cette impermanence qu'on observe avec anicca, qui est le mot pali pour dire impermanence. Et c'est un mot, je dis anicca parce que c'est un mot qu'on entend souvent, très souvent dans les instructions qui sont données à l'oral, qu'on est guidé. Ça, c'est vraiment très bien, c'est progressif. On n'est pas lâché comme ça 10 heures et on a vraiment des clés très précises qui sont répétées pour que ce soit bien assimilé, pour que ce soit bien compris. Et donc c'est en ce sens que je dis qu'on est vraiment bien guidé et bien épaulé. Voilà, en plus du prof assistant teacher à qui on peut poser ses questions, avec qui on a un entretien tous les 2-3 jours pour faire le bilan. Voilà. Voilà globalement comment se passe, quelle est la technique Vipassana et comment ça peut avoir un super technique à la base qui n'est pas fait pour les moines, c'est fait pour les laïcs qui vivent dans la vie, dans le monde, qui travaillent, qui ont une activité, qui font plein de choses. Pour justement vivre une vie plus harmonieuse et plus équilibrée, plus en paix. Et moi, c'est ce que je ressens. Alors évidemment, je ne suis pas tout à fait retourné dans le monde avec une activité, travail, soucis, de la vie, etc. Aller chercher les enfants à l'école, voilà. Parce que je suis dans un monastère. J'ai décidé de continuer à pratiquer, parce que je voulais continuer absolument 2 heures par jour, et dans un cadre qui soit quasiment idéal pour ça. Voilà. Mais en tout cas, ce que je ressens, voilà, le monastère, effectivement, ça amplifie la sensation de paix et de quiétude et de tranquillité que je peux ressentir. Vipassana, c'est ça que ça apporte. Ça amène à être moins dans la réaction au quotidien. Pour des détails, par exemple, on conduit, combien de personnes, queue de poisson, tac, quart de tour, qu'est-ce qu'on fait? Des insultes qui arrivent. Bon. Et ben ça apprend justement à être dans l'action plutôt qu'à être dans la réaction. La réaction, qu'est-ce que c'est? La différence entre la réaction et l'action? La réaction, c'est non réfléchi, c'est intuitif, c'est instinctif. Et bien souvent,
Souvent, il y a de la colère qui peut arriver. Donc l'action, il y a un petit temps de recul, il y a un petit temps de... Avant de passer à l'action, quand on pratique Vipassana, quand on est confronté à, je sais pas, un exemple, quelqu'un qui nous dit quelque chose de désagréable, avant de réagir, quart de tour, de rentrer dedans, voilà, eh bien on observe un peu ce qui se passe en nous, 3-4 secondes, avant de réagir, avant de choisir les mots qu'on va utiliser pour répondre à cette personne, avec plus de sagesse que en réagissant. Voilà, donc moi je sens que c'est des choses comme ça qui m'apportent, bien qu'il y ait encore du travail, mais je me rends compte petit à petit, ou en tout cas si j'ai réagi aveuglement, trop instinctivement, de façon primaire et animale, j'ai l'impression que maintenant, en tout cas j'observe que j'ai réagi de cette façon et que je mets de la conscience sur le fait que... Conscience et de la sagesse sur le fait que, ok, ouais, regarde là, t'as pas été bon, t'as réagi, t'as pas été... Voilà. Ce qui m'amène à la fois suivante, être plus sage, à mettre un pas de recul avant d'agir, de répondre, de prendre telle ou telle décision. Voilà. Donc, ouais, donc ça aide au quotidien à aller plus à l'essentiel des choses, à faire vraiment ce qui... Et après, c'est un ressenti, parce que la méditation, comme ça purifie le mental, on a moins envie, on est moins attiré par des choses futiles ou voilà, qu'on trouvait drôle sans méditer. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe pour moi, c'est que au plus on s'affine et au moins on est attiré par les choses grossières. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans cette explication de Vipassana. Et c'est évidemment quelque chose qui est dur, c'est pas... Voilà, comme je disais, on va pas à Disneyland quand on va faire Vipassana, parce que là on est confronté à nos propres impuretés. On voit, ah tiens, donc on voit les sensations, donc c'est la première pratique Vipassana, c'est les sensations. En parallèle, on voit également les contenus mentaux, on voit également comment on pense. Ah tiens, je pensais comme ci, comme ça. Hein. Bon, il y a des choses, des fois, on peut se dire, je savais pas que je pensais comme ça. Surtout si on ne s'est jamais arrêté, surtout si on n'a jamais été en silence et en introspection. Depuis qu'on est né, on est uniquement tourné vers l'extérieur. Chose qui, en réalité, quand on veut aller vers une purification, l'éveil, le nibbana, c'est le stage ultime, n'aide pas du tout. Parce que ça apporte juste que des pensées, et contact avec les yeux, les oreilles, les 6 sens, qui vont juste créer de la confusion, de l'agitation mentale, plus de pensées, etc. Donc aller en introspection comme ça pendant 10 jours, en fonction de qui on est, de notre passé, ce qu'on a dans le passé médité, ce qui nous a préparé à pouvoir vivre la chose agréablement ou pas. Mais de toute façon, Vipassana, on n'est pas là pour vivre la chose agréable ou pas. Et c'est ça qu'à chaque fois, les enseignants insistent là-dessus, c'est... Et c'est ça le piège, c'est là le piège qui peut arriver, c'est que l'équanimité, c'est un mot que je ne connaissais pas, très peu, dont on n'a pas parlé dans la vie, on ne dit pas, ah tiens, les pubs à la télé, à TF1, ils ne parlent pas d'équanimité.
Équanimité, et en fait je réalise à quel point c'est important d'être équanime. Et on voit bien, il y a des gens comme ça dans la vie, manquer d'équanimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vivent quelque chose de très agréable, euphorique, ils sont très hauts, mais à l'inverse, quand ils vivent quelque chose de négatif, ils sont aussi très très bas, très dans la déprime. Et donc évidemment, quand on vit quelque chose de... Si on n'est pas équanime et qu'on vit quelque chose qui nous amène très haut, très enthousiaste, estatique, etc. Et si on n'est pas équanime, il y a la chute derrière qui amène vers la dépression et vers le négatif. Et pareil, si quand on est dans le négatif, observez que c'est juste impermanent, que c'est pas un état qui va durer. Ça nous apprend ça dans la méditation, mais parce qu'on l'a appris dans la méditation, parce qu'on a forcé notre mental à voir les choses comme ça, et bien ensuite automatiquement, en tout cas plus automatiquement que sans méditer, eh bien ça va être quasiment un réflexe dans la vie. On va se dire, ah tiens, je suis dans le négatif, là je suis dans c'est négatif, c'est dur, je déprime un peu. Mais au lieu de sombrer dans ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rappeler de l'impermanence, que c'est une nature, que mon mental est négatif, mais que ça va changer. Et à un moment, mon mental sera positif, sera heureux, soit joyeux, tout en se rappelant également que cet aspect positif, donc cette joie, etc., pourra également devenir sombre à un moment ou à un autre. Donc cette équanimité, et c'est quand on médite qu'on réalise dans un des discours de Goenka, il est dit l'équanimité et la pureté. Et en effet, quand on est équanime, notre vie est plus pure, plus harmonieuse, parce qu'on est plus équilibré, on est moins dans les hauts, les bas. Et maintenant, avec du recul, j'observe ces gens qui sont très euphoriques, quand c'est joyeux, super, on va, je sais pas moi, on va à la mer, des vacances super, ah ouais, c'est cool, on part 15 jours. Et quand on rentre, ce qui se passe, on n'est pas équanime, on déprime. Ou alors on déprime pas, mais on n'est pas forcément heureux en paix, enfin. Donc l'équanimité, c'est super important. Et ça, grâce à Vipassana, on change, on reprogramme nos habitudes mentales qu'on a toujours eues pour des habitudes mentales plus saines et bien meilleures pour la vie de tous les jours. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oubliées, si c'est pas clair. Ici, je suis dans un centre monastère bouddhiste, mais qui pratique Vipassana. Donc ça, c'est génial. Donc s'il y a des questions précises que vous avez, je ne vais pas forcément y répondre si je ne sais pas y répondre, mais mon enseignant, moine, aura les réponses très précises avec beaucoup de sagesse pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, si vous pratiquez déjà et qu'il y a des choses confuses, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, je serai vigilant à ne pas répondre avec mon ego. Si je ne sais pas, je vais aller vers quelqu'un qui est un enseignant Vipassana et qui sait vraiment. Enfin, en tout cas, bien plus que moi qui pratique depuis 1 an. Voilà. Mais en tout cas, je voulais simplement faire cette vidéo, partager mon expérience de 1 an, qui n'est pas beaucoup, mais à la fois, je vois déjà des effets, comme je vous ai dit, bénéfiques. Et voilà, et c'est génial. Voilà. À très bientôt, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et première fois que je dis ça, parce que je ne suis pas un youtubeur, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis. Ça peut peut-être
Ça peut peut-être les aider, les inspirer. Si vous voulez faire un cours Vipassana Goenka de 10 jours, vous pouvez aller sur le site dhamma.org, dha2ma.org. Vous avez tous les endroits où faire des cours partout dans le monde, dans toutes les langues. Et si vous êtes dans un pays où les discours sont les instructions sont en anglais, si votre langue c'est pas l'anglais, eh bien c'est traduit en français, dans toutes les langues du monde. Quasiment on vous donne une tablette et donc la langue ne sera pas une barrière. Même si vous êtes en Australie et que vous ne parlez pas un seul mot d'anglais. Voilà. À très bientôt.